Interlude. Sloth dans ce monde. Horis dans les territoires. Peu après 7 heures, le matin qui suivit la fuite de Jack et de Richard, Morgan Sloth s'arrêta au bord du trottoir, juste devant le portail principal de Thayer College, et gara sa voiture. Un panonceau indiquait que la place était réservée aux handicapés. Sloth y jeta un coup d'œil indifférent, puis fouilla dans sa poche et sortit un flacon de cocaïne, et aspira un bon coup. Instantanément, le monde parut gagner en couleur et en vitalité. C'était un merveilleux produit. Morgan se demanda si cela pousserait dans les territoires et si son effet serait plus fort là-bas. Sunlight Gardener en personne avait réveillé Sloth dans la maison de Beverly Hills à 2 heures du matin pour lui raconter ce qui s'était passé. Il était minuit à Springfield et la voix de Gardener chevrotait. Manifestement, il était terrifié à l'idée que Morgan pique une colère, et en même temps furieux d'avoir manqué Jack Sawyer d'à peine 1 heure. Loin de se mettre en colère, Sloth était en fait resté d'un calme olympien. Il éprouvait un sentiment de fatalité qu'il attribuait à cette autre facette de son caractère, à son côté irisé, comme il disait en un jeu de mots mal compris sur son nom. « Calme-toi !» l'avait réconforté Sloth. « Je serai là-bas le plus tôt possible. Prends ton mal en patience, Coco. » Il avait coupé la communication avant que Gardener puisse répondre, et s'était étendu sur le lit, les yeux fermés et les mains croisées sur son estomac. Il y eut un instant d'apesanteur, rien qu'un instant, puis il perçut sous lui une sensation de mouvement. Il entendait le claquement des lanières de cuir, les gémissements et les cognements des grossiers ressorts en fer, les jurons de son cocher. Il rouvrit les yeux dans la peau de Morgan Doris. Comme toujours, sa première réaction tenait du pur ravissement. À côté, la coke semblait de l'aspirine pour nourrisson. Sa poitrine était plus étroite, son poids moindre. Le cœur de Morgan oscillait entre 85 pulsations minutes et 120 en cas de contrariété. Celui d'Horis dépassait rarement 65. Morgan Sloth avait une acuité visuelle de 10 sur 10, mais Morgan Doris voyait encore mieux. Il repérait la moindre fissure dans la paroi de la diligence et pouvait en suivre le tracé, tout comme il pouvait s'émerveiller devant la beauté des rideaux enfilés qui s'envolaient par les fenêtres. La cocaïne avait obstrué les narines de Sloth. Émoussant son sens de l'odorat, le nez d'Horis était totalement dégagé, ce qui lui permettait de sentir la poussière, la terre et l'air avec une parfaite fidélité. Un peu comme s'il était capable de distinguer et d'apprécier chacune des molécules. Derrière lui, Morgan avait laissé un grand lit vide, marqué par l'empreinte de son corps imposant. Ici, il occupait un banc plus somptueux que n'importe quelle banquette de Rolls-Royce jamais fabriquée, et roulait vers l'ouest, en direction des derniers avant-postes, en direction d'un endroit qui s'appelait le dépôt des avant-postes, d'un homme baptisé Anders. Il savait ces choses, savait exactement où il se trouvait, parce qu'Horis était encore là, à l'intérieur de sa tête, et lui parlait à la manière dont l'hémisphère cérébral droit parlait au gauche durant les rêveries, à voix basse mais distinctement. Sloth avait parlé à Horis avec la même voix intérieure, lors des rares occasions où Horis avait émigré dans ce que Jack en était venu à considérer comme les territoires américains. Quand quelqu'un émigrait et s'introduisait dans le corps de son double, le résultat était une sorte de possession bénigne. En lisant, Sloth avait eu connaissance de cas plus graves, et quoique le sujet ne l'intéressât pas beaucoup, il présumait que ces pauvres lourdeaux malchanceux devaient leur tourment à des autostoppeurs fous en provenance d'autres mondes, à moins que ce ne fût le monde américain lui-même qui les ait rendus fous. Cela semblait plus que plausible. La tête de ce pauvre vieil Horis avait reçu un sacré choc, les 2 ou 3 fois où celui-ci avait fait un saut, bien que son excitation eût été à la mesure de sa terreur. La diligence fut une puissante embardée. Dans les avant-postes, on prend les routes comme elles se présentent, en remerciant Dieu de leur seule présence. En changeant de position, Horis sentit un élancement de douleur dans son pied-bot. « Doucement, que Dieu vous pile !» marmonna le cocher au-dessus. Son fouet siffla et claqua. « En avant, espèce de fils de pute! En avant !» Sloth sourit, ravi d'être là, même si cela ne durerait pas. Il savait déjà ce qu'il avait besoin de savoir. La voix d'Horis le lui avait murmuré. La diligence arriverait au dépôt des avant-postes, au Thayer College dans l'autre monde, bien avant le lever du jour. C'était possible de les y surprendre, à condition qu'ils se soient attardés. Sinon, les terres désolées les attendaient.
Cela le blessait et l'exaspérait à la fois de penser que Richard suivait à présent le mioche Sawyer. Mais s'il fallait un sacrifice, après tout, Horace avait bien survécu à la perte de son fils, lui. La seule chose qui avait maintenu Jack en vie aussi longtemps, c'était l'ahurissante simplicité de sa nature. Il se retrouvait toujours dans l'endroit équivalent à celui qu'il avait laissé, alors que Sloat atterrissait toujours là où était Horace, c'est-à-dire aussi bien des kilomètres de distance de là où il voulait être, comme c'était actuellement le cas. S'il avait été inspiré à l'air de repos, le Sawyer l'avait été davantage. « Ta chance tournera assez tôt, mon petit ami, » dit Horace. La diligence essuya une autre terrible embardée. Il grimaça puis ricana. À défaut d'être autre chose, la situation se simplifiait, même si la confrontation finale revêtait des implications plus vastes et plus profondes. Assez. Il ferma les yeux et se croisa les bras. Un court instant, il ressentit un nouvel élancement de douleur dans son pied contrefait. Et lorsqu'il rouvrit les yeux, Sloat contemplait le plafond de son appartement. Comme toujours, il y avait le moment où les kilos en trop lui tombaient dessus avec un poids effarant et où son cœur battait la breloque avant d'accélérer le rythme. Alors il s'était remis debout pour appeler le business jet de la côte ouest. 70 minutes plus tard, il avait quitté Los Angeles. Le décollage raide et abrupt du Lyre lui avait fait l'effet habituel, comme si on lui avait fixé un chalumeau derrière. Il avait atterri à Springfield à 5h50 heure locale, pendant qu'Horace devait approcher du dépôt des avant-postes, dans les territoires. Sloat avait loué une Berlin Hertz, et le voilà arrivé. Les transports américains présentaient des avantages. Il descendit de l'auto et juste au moment où retentissait la sonnerie du matin, pénétra sur le campus de Tailleur, que son propre fils avait si récemment quitté. C'était une de ces matinées typiques en semaine à Tailleur. Les cloches de la chapelle jouaient normalement un air matinal, quelque chose de classique, quoique difficile à reconnaître, qui ressemblait vaguement à un tédéum. Les internes croisèrent Sloat sur le chemin du réfectoire ou de l'entraînement. Peut-être un peu plus silencieux que d'habitude. Ils arboraient la même bouille pâle et légèrement hébétée, comme s'ils avaient tous partagé un mauvais rêve. Ce qui était effectivement le cas, songea Sloat. Le regard pensif, il fit halte un instant devant Nelson House. Simplement, ils ignoraient à quel point ils étaient fondamentalement irréels, comme doit l'être n'importe quelle créature vivant à proximité des points de passage entre les mondes. Faisant le tour par le côté, il observa un agent de service, occupé à ramasser les éclats de verre éparpillés à la ronde, comme autant de faux diamants. Par-delà son dos baissé, Sloat avait vu sur le foyer de Nelson House, où un Albert le pâté incroyablement calme était assis en train de regarder d'un œil torve un dessin animé de Bugs Bunny. Sloat s'élança en direction du dépôt, revivant en pensée la première fois où Horace était passé en ce monde. Il pensait à cette époque avec une nostalgie qui était, si l'on y réfléchissait bien, relativement grotesque. Après tout, il avait failli en mourir. Tous deux avaient failli en mourir, mais c'était au milieu des années 50. Or, à présent, il avait la cinquantaine passée. De là venait toute la différence. Il rentrait du bureau et le soleil se couchait sur Los Angeles dans une brume de violet baveux et de jaune terne. En ce temps-là, le smog de Los Angeles n'existait pas encore vraiment. Il se trouvait sur Sunset Boulevard en train de regarder un panneau publicitaire vantant le nouveau disque de Peggy Lee, lorsqu'il avait senti le froid saisir son esprit. On aurait dit qu'une source avait brusquement jailli quelque part dans son subconscient, y déversant une étrangeté inconnue qui ressemblait à du sperme. Il ne savait pas exactement à quoi, sauf que ça se réchauffait rapidement, acquérait des connaissances, et qu'il avait juste eu le temps de réaliser que c'était lui, Horace. Après quoi tout s'était retrouvé sans dessus-dessous, comme un panneau secret qui bascule. Une bibliothèque côté pile, une coiffeuse Chippendale côté face, l'une comme l'autre s'adaptant parfaitement au style de la pièce. Et c'était Horace, assis au volant d'une Ford aérodynamique de 1952. Horace portant le complet croisé marron et la cravate John Penske. Horace encore qui se tripotait l'entrecuisse, non par inconfort, mais avec une curiosité mêlée de dégoût. Horace qui, bien sûr, ignorait le port du caleçon. Il y eut un moment, se souvenait-il, où la Ford manqua monter sur le trottoir,
Mais alors, du fond de son subconscient, Morgan Sloat avait pris en main cette partie de l'opération, laissant ainsi Horace libre de poursuivre sa route, les yeux écarquillés de ravissement. Et ce qui restait de Morgan Sloat était aussi ravi, comme un homme qui est ravi de faire visiter sa maison à un ami et qui découvre que celui-ci apprécie les lieux autant que lui. Horace s'était aventuré dans un restaurant drive-in. Après quelques tâtonnements avec sa nouvelle monnaie, il avait commandé un hamburger, des frites et un milkshake au chocolat. Les mots lui venaient facilement aux lèvres, coulant de son subconscient comme de l'eau de source. Sa première bouchée de hamburger s'accompagna de grandes hésitations. Puis il avait englouti le reste à la vitesse où Wolf engloutit son premier Whopper. D'une main, il enfournait les frites dans sa bouche, tandis que de l'autre, il réglait la radio afin de capter une alléchante mixture de bop, Perry Como, grand orchestre et premier rhythm and blues. Après avoir fini son milkshake, Horace passa une deuxième commande identique. À la moitié du second hamburger, Sloat, aussi bien qu'Horace, commença à se sentir barbouillé. Soudain, les oignons frits lui parurent trop forts, écœurants. Soudain, les odeurs de gaz d'échappement l'incommodèrent. Ses bras s'étaient mis brusquement à le démanger. Il retira sa veste de complet. Le second milkshake, celui au mocha, capota pendant l'opération, renversant de la crème glacée sur les coussins de la Ford, et examina ses avant-bras. De vilaines cloques avec un point rouge au centre apparaissaient ici et là, et s'étendaient de plus en plus. Il eut l'estomac révulsé. Il se pencha par la portière et, vomissant dans le bac fixé à portée, il avait senti qu'Horace se sauvait, retourner dans son monde d'origine. « Puis-je vous rendre service, monsieur ?»« Hein ?» Arraché en sursaut à sa rêverie, Sloat regarda autour de lui. Un grand garçon blond, manifestement un préfet, était planté là dans son uniforme de prépa, blazer marine impeccable porté sur une chemise à col ouvert et une paire de jeans délavés. Il repoussa ses cheveux en arrière, dégageant ses yeux, qui avaient aussi cette expression rêveuse, hébétée. « Je m'appelle Etheridge, monsieur. Je me demandais seulement si je pouvais vous aider. Vous avez l'air... perdu. » Sloat sourit. Il se retint de dire « Non, c'est vous qui avez cet air-là, mon ami. » Tout allait bien. Le mioche Sawyer était toujours en vadrouille, mais Sloat savait où il galopait. Ce qui signifiait que Jackie était tenu en laisse. Quoique invisible, ce n'en était pas moins une laisse. « Perdu dans le passé, voilà tout, dit-il. L'ancien temps. Je ne suis pas un étranger ici, monsieur Etheridge, si c'est cela qui vous tourmente. Mon fils est interne ici, Richard Sloat. » Un instant, les yeux d'Etheridge se firent encore plus songeurs, sidérés, égarés. Puis ils se ranimèrent. « Mais oui, Richard !» s'exclama-t-il. « Je vais monter voir le directeur dans un instant. Je voulais seulement d'abord faire un petit tour. »« Eh bien voilà qui est parfait !» Etheridge consulta sa montre. « J'ai du travail ce matin, alors si vous êtes sûr de n'avoir besoin de rien... »« J'en suis sûr. » Etheridge lui fit un signe de tête, un vague sourire et s'éloigna. Sloat le regarda partir, puis inspecta le terrain qui le séparait de Nelson House. Nota à nouveau le carreau cassé, en plein dans le mille. Il était juste, plus que juste, de supposer que quelque part entre Nelson House et le bâtiment octogonal en briques, les deux gamins avaient émigré dans les territoires. S'ils voulaient, ils pouvaient les suivre, pénétrer à l'intérieur, pas de verrou à la porte, et disparaître pour réapparaître là où le corps d'Horace se trouvait en ce moment. Cela ne serait pas loin d'ici, sans doute. En fait, devant le gardien du dépôt en personne. Pas question d'émigrer en un lieu situé peut-être à 100 km du point stratégique dans la géographie des territoires, sans autre moyen de couvrir la distance intermédiaire que la charrette, ou pire, les pinces, comme disait son père. Selon toute vraisemblance, les gamins devaient avoir continué, dans les terres dévastées. Si c'était le cas, celle-ci les achèverait, et Osmond, le double du révérend Gardner, serait plus que capable d'arracher tous les renseignements à la possession d'Anders. Osmond et son horrible fils. Pas besoin d'émigrer le moins du monde. Sauf peut-être à seule fin d'inspection, pour le plaisir et le délassement de redevenir Horace, ne serait-ce que quelques secondes. Et pour en avoir la certitude, bien sûr. Depuis l'enfance, sa vie entière avait été un exercice de la certitude. Une fois encore, il se retourna pour s'assurer qu'Etheridge ne traînait plus dans le coin, puis il ouvrit la porte du dépôt et entra. Outre la pénombre, il régnait dedans une odeur de renfermé, incroyablement nostalgique, celle des vieux cosmétiques et des décors en toile. Un instant, il s'imagina avoir fait quelque chose d'encore plus inouï qu'émigrer.
Il eut l'impression d'avoir remonté le temps jusqu'à sa période universitaire, lorsque Phil Sawyer et lui étaient encore des étudiants passionnés de théâtre. Ses yeux finirent par s'accommoder à l'obscurité ambiante. Il distingua les accessoires familiers, presque obscènes, le buste en plâtre de Pallas pour une mise en scène du corbeau, une volière rutilante de tous ses ors, un rayonnage garni de fausses reliures, et se souvint qu'il se trouvait dans le semblant de petits théâtres offerts par Tailleur Collège. Marquant un temps d'arrêt, Sloat inspira profondément les relents de moisie, et suivit des yeux un rayon de soleil poussiéreux qui tombait dans une petite lucarne. La lumière vacilla et devint soudain mordorée, de la couleur d'une lampe. Le voilà de retour dans les territoires. En 2 temps 3 mouvements, le voilà dans les territoires. La rapidité de la transformation le fit presque chanceler de joie. D'ordinaire, il y avait un léger décalage, une sensation de dérapage d'un monde à l'autre. Cette césure lui semblait directement proportionnelle à la distance séparant les corps physiques de ces 2 soi, Sloat et Horace. Une fois, quand il avait émigré au Japon, où il négociait avec les Shaw Brothers les droits d'un terrible roman sur les stars d'Hollywood menacés par un ninja enragé, ce délai avait duré si longtemps qu'il avait craint de s'être perdu à jamais dans le purgatoire vide et insensible qui existe entre les mondes. Mais comme ceux-ci avaient été proches cette fois, si proches, cela ressemblait aux rares occasions, songea Horace, où un homme et une femme parviennent à l'orgasme exactement au même moment. Les effluves de toile et de peinture séchées avaient cédé la place à l'odeur légère et agréable de la lampe à huile. Celle posée sur la table coulait beaucoup, vomissant des panaches de fumée noire. À sa gauche, le couvert était mis avec les reliefs d'un repas se figeant dans les assiettes grossières. 3 assiettes. Horace s'avança, entraînant un peu son pied beau, comme toujours. Basculant vers soi l'une des assiettes, il fit couler la lampe à la surface de la graisse, ce qui provoqua une infection. Qui a mangé dans celle-ci? Était-ce Anders, Jason ou Richard? Ce gosse aurait-il pu être Rushton si mon fils avait vécu? Rushton s'était noyé en barbotant dans un étang pas loin de la grande maison. C'était à l'occasion d'un pique-nique. Horace et sa femme avaient bu pas mal de vin. Le soleil tapait. Le garçonnet, encore bébé, faisait sa sieste. Horace et son épouse avaient fait l'amour avant de s'endormir dans la douce chaleur de l'après-midi. Lui avait été tiré de son sommeil par les cris de l'enfant. Une fois réveillé, Rushton était descendu dans l'eau. Là, il avait un peu pataugé, suffisamment pour perdre pied, avant de s'affoler. Horace clopina jusqu'au bord de l'eau, plongea et nagea aussi vite qu'il pouvait vers l'endroit où son fils se débattait. C'était son pied, son maudit pied qui l'avait gêné, coûtant peut-être ainsi la vie au gamin. Enfin, arrivé à sa hauteur, le gosse avait coulé. Tant bien que mal, Horace l'avait attrapé par les cheveux et tiré sur la berge. Mais Rushton était d'ores et déjà bleu, mort. Margaret s'était supprimée moins de 6 semaines après. 7 mois plus tard, à Westwood, le jeune fils de Morgan Sloat avait aussi failli se noyer dans une piscine du YMCA au cours d'une leçon de natation. On l'avait retiré du bassin aussi bleu que Rushton, mais le moniteur s'était employé à le ranimer au bouche à bouche, et Richard Sloat avait réagi. Dieu lui pile les ongles, pensa Horace, quand un ronflement sourd, sonore, lui fit tourner la tête. Anders, le gardien du dépôt, roupillait sur une paillasse dans un coin. Son kilt impudiquement remontait sur ses chausses. Un cruchon de vin en terre gisait renversé à côté. Du vin lui avait coulé dans les cheveux. De rechef, il ronfla, puis gémit, comme sous l'emprise d'un mauvais rêve. Aucun de tes rêves ne peut être aussi sombre que l'état présent ton avenir, songea méchamment Horace, qui fit un pas en avant, la cape au vent, et regarda Anders sans aucune pitié. Sloat était tout à fait capable de manigancer un meurtre, mais à chaque fois c'était Horace qui avait émigré pour perpétrer l'acte lui-même. Sous les apparences de Sloat, c'était Horace qui avait tenté d'étouffer le nourrisson Jack Sawyer avec un oreiller, tandis qu'un commentateur sportif ronronnait en arrière-fond. Horace qui avait veillé à l'assassinat de Phil Sawyer dans l'Utah, tout comme il avait veillé à l'assassinat du jumeau de Phil Sawyer, le prince roturier Philip Sawtell dans les territoires. Sloat avait le goût du sang, quoiqu'il y fût aussi radicalement allergique qu'Horace l'était à la nourriture américaine et à l'air américain. C'était Morgan Doris,
jadis surnommé Morgan Pied-Boum, qui avait toujours accompli les méfaits complotés par Sloth. Mon fils est mort, le sien vit toujours. Le fils Sautel est mort, celui de Sawyer vit toujours. Mais on peut remédier à ce genre de choses. On y remédiera. Pas de talisman pour vous, mes chers petits amis. Vous voilà en route vers une version radioactive d'Otley. Or, chacun de vous doit mourir pour équilibrer la balance. Dieu lui pile les ongles. Et si Dieu se défile, vous pouvez compter sur moi, dit-il tout fort. L'homme à terre émit un nouveau gémissement comme s'il avait entendu. Horis s'avança encore d'un pas, peut-être dans l'intention de le réveiller à coups de pied, puis il tendit la tête. Dans le lointain, il entendait le martèlement des sabots, le faible grincement et le cliquetis des harnais, les jurements grossiers des bouviers. Ce devait être Osmond alors. Bon, laissons Osmond régler la situation. Lui-même avait mieux à faire qu'à interroger un gars avec la gueule de bois, puisqu'il savait déjà ce que ce dernier aurait à dire. Horis boitilla jusqu'à la porte, l'ouvrit et contempla le magnifique coucher de soleil aux couleurs de pêche. C'était de cette direction, celle du soleil couchant, que venait le bruit de la cavalcade. Un bref instant, il se laissa imbiber par cette somptueuse lumière, puis il se retourna vers l'ouest, là où le ciel gardait encore le coloris d'une fraîche échymose. Le paysage était sombre, sauf là où le premier rayon de soleil révélait une paire de lignes parallèles et brillantes. « Mes enfants, vous courez tout droit à la mort, » se dit Horis avec satisfaction. Lorsque lui vint à l'esprit une pensée qui lui donna encore plus satisfaction, peut-être la camarade avait-elle déjà fait son œuvre. « Bon, » dit Horis en fermant les yeux. L'instant d'après, Morgan Sloth, qui rouvrait les yeux, tournait la poignée de la porte du petit théâtre de Thayer College, en réfléchissant à son retour sur la côte ouest. Il était temps de faire un petit pèlerinage, songea-t-il, dans une petite ville de Californie nommée Point Venuti. D'abord une excursion dans l'Est, peut-être une visite à la reine, et puis... L'air de la mer me fera du bien, lança-t-il au buste de Pallas. Désormais insensible aux odeurs de toile et de cosmétiques, Sloth replongea à l'intérieur, s'envoya une nouvelle dose à l'aide du petit flacon dans sa poche, et, ainsi revigoré, dévala la colline en direction de sa voiture.